Place à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Philippe de Villiers. Bonjour. Et bienvenue. Vous avez été ministre, député. Vous êtes le fondateur du Puy du Fou. Vous êtes également un écrivain à succès. Votre dernier ouvrage s'intitule Le roman du roi Soleil aux éditions Plomb. On verra tout à l'heure, Philippe de Villiers, comment l'histoire peut éclairer l'actualité tragique. Et justement, au sujet de cette actualité, Emmanuel Macron se rendra tout à l'heure à Arras dans la matinée pour les obsèques du professeur Dominique Bernard, tombé sous les coups du terrorisme islamiste. Le président de la République qui a dit avant-hier une phrase lourde de sens, qui est un peu passée inaperçue. Je vais vous demander de la commenter. On va l'écouter ensemble. Jamais il ne sera possible, dans un état de droit, d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. C'est pourquoi nous devons vivre dans une société de vigilance. Vigilance, Philippe de Villiers, et cette phrase, jamais dans un état de droit, il ne sera possible d'avoir un système où le risque terroriste est éradiqué totalement. Comment vous l'appréhendez, cette phrase ? Je suis abasourdi. C'est pas un montage ? Ah non. Évidemment non. Est-ce que chacun se rend compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la puissance publique avoue quelle est l'impuissance publique. Ça veut dire qu'en fait, ce pourquoi l'État a été inventé, pour la protection des citoyens, n'existe plus. En fait, entre l'État et les citoyens, il y a un échange. Le citoyen obéit à l'État et en contrepartie, l'État le protège. Mais si tout à coup, l'État nous dit « je ne peux plus vous protéger », soyez vigilants. C'est l'expression de Clémenceau assez poilu dans la tranchée. Faites attention à vous, soyez vigilants. Le pays est derrière vous. Donc là, on va nous accorder des subventions pour des gilets pare-balles. En d'autres termes, l'État, là, dit « je ne peux plus vous protéger ». Et pourquoi ? À cause de l'état de droit. C'est-à-dire à cause des lois, à cause des juges. Il suffit de changer les lois et de faire obéir les juges. Parce que l'État, c'est plus important que l'état de droit. Encore faut-il pouvoir changer les lois. De quelles lois parle-t-on ? Est-ce que le président de la République est en train de dire, Philippe de Villiers, que la jurisprudence européenne surclasse, supplante finalement les intérêts de la France ? Alors moi, je pense qu'il sait que c'est plus que ça. C'est-à-dire ? C'est pas que la jurisprudence. En fait, nous avons consenti depuis 40 ans, enfin depuis Maastricht, 1992, les gouvernements successifs de droite et de gauche, et le peuple nonchalant, insouciant et distrait. Nous avons consenti à des ablations de souveraineté majeures et qui rendent la tâche du président impossible. L'ablation sur les frontières, avec Schengen, si vous voulez, quand un terroriste qui va sévir en Belgique arrive à Lampedusa, il est en France et en Belgique. Il n'y a plus de frontières. Et quand il est en Belgique, il peut revenir en France. Et quand M. Darmanin nous dit il y a 2 jours sur CNews, je rétablis la frontière entre la France et la Belgique, c'est du flan. C'est pour rassurer la population, mais ce n'est pas possible. Traité de Schengen, la liberté totale à l'intérieur des frontières de l'Union. Deuxième ablation, le regroupement familial. Tout ce qui touche au regroupement familial, à la liberté d'aller et venir des migrants, tout ça c'est protégé par les directives, dont une directive de 2003, qui est fondamentale. Et troisièmement, quand ça ne suffirait pas, il y a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Europe. Et là encore, M. Darmanin a dit une chose extravagante il y a 2 jours. Il a dit on va donner suite aux EQPF et puis tant pis si on est condamné, on paiera. J'assume, a-t-il dit. Oui, on paiera 3 000 €. Alors 3 000 € pour le gouvernement, c'est pas grand-chose, c'est l'argent des contribuables. Mais ça veut dire qu'en fait, on est dans une posture où on est obligé de désobéir à l'Europe, en l'occurrence, la CEDH, pour pouvoir assurer la sécurité des Français. Mais ça ne va pas la tête, là. Et pourtant, je cite les mots, Emmanuel Macron dit l'État impitoyable, Éric Dupond-Moretti, la justice intraitable, Gérald Darmanin menace, personne ne touchera à un cheveu d'un juif sans attendre la réponse foudroyante de l'État. Est-ce que selon vous, les politiques y croient encore ? Est-ce qu'ils croient encore qu'il est possible de faire quelque chose après, comme vous venez de le dire, Philippe de Villiers, tant d'années de renoncement,
de lâcheté, de compromission. Quand je les écoute et je les regarde, je pense à Alphonse Daudet avec Tartarin qui joue du tambour, avec toujours la même formule. Ils ne passeront pas. Bon. C'est du théâtre. Et je vais vous dire pourquoi. Allons au fond des choses. Je les connais bien. Y compris le président de la République. Vous demandez s'il croit à quelque chose. Il croit à un dogme. Le dogme, c'est faire de la France un espace d'expérimentation d'un laboratoire universel du paradis diversitaire. C'est ce à quoi il croit. Philippe de Villiers, vous êtes sérieux? Ça veut dire qu'il ferait passer les intérêts de la France après ce dogme et cette idéologie? Après l'idéologie. Ils sont multiculturalistes, mondialistes. Alors, un peu moins multiculturalistes que la Belgique, mais juste derrière. C'est-à-dire dans l'idée européenne de Mme von der Leyen, que l'immigration est une chance pour la France, une chance pour l'Europe, une chance pour le patronat, une chance pour la vitalité démographique. C'est-à-dire le basculement démographique, il est souhaité, intimement souhaité, par les soi-disant élites qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, vous voulez que je vous donne une preuve de ça? Pendant qu'ils nous disent l'État impitoyable, vous savez ce qu'ils font? Ils ont édité un guide pratique pour la relocalisation des migrants dans les campagnes. Personne n'en parle, mais les maires savent. Les maires qui nous écoutent, ils savent ça. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Emmanuel Macron quand il est à Bruxelles? Il y a quelques heures, il approuve von der Leyen pour la relocalisation des migrants au niveau européen par pays, avec des quotes-parts par pays. Et si vous n'acceptez pas tel migrant, vous payez 20 000 € par migrant. Les Polonais et les Hongrois s'y opposent. Mais c'est la France qui pousse derrière von der Leyen. Donc en réalité, il y a deux discours. Il y a le discours officiel quand on est à l'extérieur, quand on est à Bruxelles, parce qu'on pense que les Français n'écoutent pas, et le discours quand on est en France, l'État impitoyable, Tartarin de Tarascon. Tartarin de Tarascon, dites-vous, Philippe de Villiers, mais il y a aussi l'émotion. Nous sommes dans un jour et nous serons dans quelques heures, à 10 heures, dans un moment particulier. Les obsèques de Dominique Bernard, professeur tombé sous les coups de la barbarie islamiste. Combien de larmes, combien de bougies, combien de drames, combien de professeurs assassinés? Et je voudrais vous faire réagir, et là on est loin de la politique, aux mots de la sœur de Samuel Paty. Mickaëlle Paty, voici ce qu'elle a dit au Sénat. Ce sont ces mots. Si la mort de mon frère avait servi à quelque chose, Dominique Bernard serait encore là. J'ai trouvé, comme beaucoup de Français, ces mots glaçants. Ils sont très puissants. Ça voudrait dire que rien n'a changé en 3 ans, pire que ce serait aggravé? Selon vous, c'est le cas? Alors, hélas, oui. En fait, en lisant cette phrase-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? La réponse est probablement la peur. La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. La peur d'être dénoncé, la peur d'être décapité, la peur d'être égorgé. C'est ça le statut du prof aujourd'hui. La peur du mot de trop, qui est rapporté ensuite à un islamiste qui vient vous égorger. Ce qui explique l'autocensure. Qui explique l'autocensure. 56% des professeurs s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France. Et puis à l'extérieur, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Je me souviens de Emmanuel Macron annonçant à la Sorbonne, soutenu par le maire de Conflans-Sainte-Honorine et la directrice ou le directeur du collège et le ministre de l'Éducation de l'époque, il faut une statue, une plaque et le nom du collège, qui s'appelle le Bois d'Aulne et qui s'appellera Samuel Paty. La sœur, elle attend et on ne voit rien venir. Pourquoi? Parce qu'on nous explique, alors il faut faire attention au choc traumatique des élèves. Donc, en d'autres termes, la seule mesure courageuse, elle vient d'être prise par le ministre de l'Éducation. Là. Ça m'a sidéré, mais je l'encourage à continuer. Dont vous saluez souvent le travail, Gabriel. En l'occurrence, dernièrement. Je m'étais inquiété cet été, et puis finalement, il prend des décisions courageuses, et notamment, je vais la citer, de saisir les tribunaux pour le cas des élèves qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence pour Samuel Paty. Ça, c'est bien,
mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Ça sera très difficile de remettre l'école française en France. On va en parler parce que à travers votre livre sur l'histoire, on va voir comment l'histoire peut éclairer cette actualité. Je voudrais rester encore un moment, j'allais dire, sur ce qui se passe et la politique, puisque sur le plan politique, il y a une forme de tectonique des plaques. Tout est en train de bouger, Philippe de Villiers. L'affaire, on va l'appeler ainsi, Daniel Obono, a provoqué un coup de tonnerre qui a fini de d'ébranler la NUPES quand elle a reconnu, quand elle a dit que selon elle, c'était un mouvement de résistance, le Hamas, mais plus profondément. Qu'est-ce que cela dit pour vous, avec un regard un peu plus large, une focale plus large? Qu'est-ce que cela dit de la gauche et de la droite aujourd'hui? Depuis les années 80, il y avait un balancement qui était le suivant. La droite défendait des positions et la gauche, elle, portait un magistère moral. Elle soupçonnait la droite. Et la droite était prête à s'auto-accuser d'être raciste et fascisante, en tout cas antisémite. Et voilà que tout bascule en quelques jours. Tout bascule en quelques jours parce qu'avec Obono, Mélenchon et les autres, c'est le déshonneur qui atteint la gauche, cette gauche-là, islamo-gauchiste. Et le déplacement de la tectonique des places, changement de curseur, changement de critères, changement de clivage. La gauche, aujourd'hui, qui a cherché à remplacer le prolétariat qu'il a lâché au profit d'un lumpen prolétariat de substitution des banlieues, elle est en train de les perdre, elle est en train de perdre son honneur, elle est en train de perdre sa crédibilité, elle est en train de perdre les Français. La gauche est désormais chargée du poids de l'antisémitisme et la droite se trouve hébétée. Et dans cette hébétude, elle se retourne pour savoir si elle doit encore penser quelque chose. On est passé la de droite, la gauche c'est le morale. réel. Oui. La gauche, c'était la morale. La droite, c'est le réel. Le réel, c'est la transmission, c'est la famille, c'est la nation, c'est la souveraineté, c'est la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée, c'est la richesse, c'est tout ce qui fait qu'un pays perdure, survit. Gauche du déshonneur, hein, en parlant des propos de Daniel Obono. Philippe de Villiers, on va parler d'histoire avec votre livre, le roman du roi Soleil, que vous venez de publier aux éditions Plomb. Encore un mot avant d'y venir. Les professeurs, vous l'avez dit, et c'est basé sur des sondages s'autocensurent, trient dans les pages d'histoire ce qu'ils peuvent dire ou pas, la Shoah, Saint-Louis, etc. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Déjà maintenant loi, mais chez les enfants un peu plus tard aujourd'hui, cette sélection. C'est une question grave. Alors, le plus probable, c'est qu'on forme, que l'école fasse grandir des plantes d'études qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc ça fait des homo sapiens, des hommes qui zappent, les jeux vidéo, qui croient que la vie c'est ça. Et ils ont une vie sur écran jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne voient rien passer, ils ne voient rien venir. Et l'autre solution, c'est que si on ne donne pas, si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs, d'autres passions, Attendez, d'autres drames. Si je vous comprends bien, c'est parce qu'on ne leur donne pas, donc la France, j'imagine, au cœur de l'Occident, de la civilisation, c'est parce qu'on ne leur donne pas à aimer la France qu'ils se tournent vers des récits de substitution. Absolument. Donc j'ai l'impression que c'est par défaut qu'ils se tournent vers ces récits-là, si je vous comprends bien. On a installé chez nous deux civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Comment... Mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra. L'exaltation aussi à travers des personnages, sans rien occulter des zones d'ombre, évidemment, de l'histoire, vous l'avez dit, Clovis, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Charette, et maintenant... le roi Soleil, alors c'est une véritable histoire de France romanesque que vous tissez depuis quelques années, Philippe de Villiers. Sur le roi Soleil, nos téléspectateurs le savent, certainement nos auditeurs également, enfance ballottée, bousculée, et pourtant il devient ce roi. Comment l'expliquer ?
C'est vrai que c'est inexplicable parce que normalement, un enfant traqué, ballotté, comme vous dites, qui a lu l'angoisse dans le regard de sa mère et la colère dans l'angoisse de son parrain, il est traumatisé et il devient un roi malingre qui se méfie de ses collaborateurs, etc., qui a été trahi par tout le monde, etc. Et c'est pas du tout ça. En fait, l'alchimie qui vient en lui produit l'ordre. Il dit « je suis voué à l'ordre » parce qu'il a vu le désordre. La justice, la vraie, et du coup il remet les juges à leur place. Il a vu que les grands le trahissaient et que les petits l'aimaient, donc il va privilégier les petits et faire ce que tous les rois de France ont fait, mettre au banc les féodalités, les abaisser plus bas que l'herbe, comme disait Mazarin. Et puis il a compris que le gouvernement implique une chose qu'on ne sait plus. L'art de gouverner passe par le gouvernement des arts. Il veut faire de la France une œuvre d'art et il y parvient. On va conclure avec une question à la fois peut-être simple mais complexe, Philippe de Villiers. Si le roi Soleil était là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait à l'aune de cette actualité, de ce monde complètement fou? Ouais, c'est là où je ne suis pas historien, parce que si j'étais historien, je répondrais, Sonia Mabrouk, qu'il faut contextualiser. C'est bien pour ça que je ne pose pas la question à l'historien. Oui, alors, écoutez, moi je pense, pour bien le bien connaître, qu'il ferait la chose suivante. D'abord, il rappellerait Vauban. Il lui dirait, Vauban, vous me remettez des frontières. La ceinture de fer, disait Vauban. Ensuite, il convoquerait un lit de justice, au cours duquel il demanderait aux juges, aux magistrats du Parlement, non pas de discuter ces édits sur les OQPF, mais de les enregistrer. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir, la justice est une autorité. Et puis, je pense qu'inéluctablement, vous en doutez, il changerait Elisabeth Borne, il mettrait Colbert, et je pense finalement qu'il enverrait Condé et Turenne pour remettre de l'ordre dans les banlieues. Philippe de Villiers, un livre historique très actuel. Merci, c'était votre grande interview ce matin. Merci. Bonne journée.